Salam, jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Sahabat, konstelasi konflik di tanah Papua meningkat di tahun 2024. Konflik politik di Papua terjadi sangat lama, berumur 60-an tahun, dan pemberitaan independen dan investigasi dari media-media internasional tidak diberikan. Walaupun demikian, sejumlah peristiwa besar dan viral di Papua tidak luput dari pemberitaan media-media internasional, terutama media-media Pasifik, Australia, Inggris, dan Amerika. Pasca video viral penyiksaan Devianus Murid di Puncak Papua oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Februari 2024 lalu, media di Prancis dan Taiwan ikut memberitakan secara komprehensif. Berikut ini. Diketahui, penyiksaan Devianus Murid bukan penyiksaan yang pertama di Papua. Data hasil riset di Australian National University yang dipublikasikan dalam buku berjudul Torture and Peace Building in Indonesia, The Case of Papua menunjukkan dari setidaknya 431 kasus penyiksaan oleh aparat TNI dan Polri pada periode 1963 hingga 2010 lalu di Papua, hanya 2 yang dilakukan terhadap milisi pro kemerdekaan. Sisanya merupakan penyiksaan terhadap warga sipil, non-kombatan alias orang-orang yang tidak mengangkat senjata. Data tersebut disusun Budi Hernawan, pakar konflik dan hukum humaniter dari Sekolah Tinggi Filsafat Diryakara, Jakarta. Dia menyimpulkan penyiksaan aparat terhadap orang Papua berulang kali terjadi. Budi berkata, penyiksaan aparat telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dan otoritas militer serta terus dibiarkan. Sahabat, mari kita lihat pemberitaan media Prancis. Media di Prancis yang memberitakan soal Papua baru-baru ini adalah Blast. Media ini berbasis di Prancis dan memberitakan rentetan konflik di Papua dengan cukup komprehensif. Blaise mengawali laporannya dengan mengatakan, jika saya katakan kepada Anda bahwa selama 60 tahun, suatu bangsa telah berjuang untuk kemerdekaannya melawan kekuatan pendudukan yang memilih seorang presiden nasionalis dengan tentara yang tidak segan-segan menyiksa dan membunuh anak-anak untuk memadamkan pemberontakan, Anda akan memikirkan siapa? Anda mungkin berpikir tentang rakyat Palestina. Di Blast, kami secara teratur melaporkan pembantaian yang sedang terjadi di Gaza. Namun hari ini, kami akan melangkah lebih jauh ke Indonesia. Ini adalah negara yang relatif sedikit kita ketahui. Namun negara kepulauan dengan 17.000 pulau ini masih menjadi negara terpadat keempat di dunia dengan jumlah penduduk hampir 250 juta. Dans cet immense archipel indonésien, on va s'intéresser aujourd'hui à la région de la Papouasie occidentale, c'est-à-dire la moitié ouest de l'île de Nouvelle-Guinée, que l'Indonésie partage avec un autre pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette région accueille environ 5 600 000 habitants, ce qui est toujours plus que la ville d'Amiens, mais à l'échelle de l'Indonésie, ça ne représente que 2% de la population. Mais c'est bien à cet endroit que se joue depuis les années 60 une lutte pour l'indépendance des Papous, le peuple autochtone de l'île. Ce conflit a causé entre 150 et 400 000 morts et on en entend très peu parler. Et si l'on parle très rarement de la Papouasie occidentale dans les médias, c'est parce que l'Indonésie empêche les journalistes étrangers d'y aller, tout comme les défenseurs des droits humains. C'est donc à huis clos, ou presque, que les revendications des Papous sont réprimées dans le sang, avec en coulisses une lutte pour leurs terres et les forêts tropicales. En 2015, l'Indonésie avait annoncé que les journalistes auraient accès à la province puisqu'il n'y aurait rien à cacher. Mais dans la réalité, il est toujours très difficile de s'y rendre et les reportages dans la région sont rares et étroitement surveillés. Bon alors, mais qu'est-ce que c'est que ce conflit? Pour le comprendre un peu mieux, un peu de contexte. L'Indonésie, c'est une ancienne colonie des Pays-Bas qui a déclaré son indépendance en 1945. Mais la Papouasie occidentale est restée sous domination néerlandaise jusqu'en 1962. En 1963, le régime indonésien récupère le territoire avec l'aide des États-Unis
et organise un référendum pour savoir si la Papouasie veut devenir indépendante. Alors attention, pour le référendum, grosse organisation, l'armée indonésienne a choisi elle-même 1025 habitants de Papouasie pour voter à main levée. Bizarrement, ils se sont prononcés à l'unanimité contre l'indépendance. Les échantillons de TNS Sofres dont vous parlez Usul et Lumi sont plus représentatifs, je crois. Forcément, les Papous n'étaient pas forcément d'accord avec ce référendum et ils ont créé l'Organisation pour une Papouasie libre, ou TPN-PB, un groupe armé d'extrême gauche qui mène une guérilla contre l'armée indonésienne. Ça, comme dirait Beyoncé, ce n'est pas le Texas, mais c'est le drapeau de leur organisation qui s'appelle le Morning Star. Ce drapeau, on peut le voir notamment sur ces photos qui datent de mai dernier, et le mec qui le tient, c'est Philip Mertens, un pilote néo-zélandais, otage des combattants papous depuis février 2023. Hello, it's me. Today is the 22nd of December 2023. I'm okay. They're treating me well. I'm trying to stay positive. Cette prise d'otage, elle s'inscrit dans un contexte de regain de tension entre les indépendantistes et l'armée indonésienne. Dans un communiqué publié en 2022, les Nations Unies s'inquiétaient. Les experts des droits humains des Nations Unies ont exprimé de sérieuses inquiétudes à propos de la détérioration de la situation des droits humains dans les provinces indonésiennes de Papouasie et Papouasie occidentale, citant des abus choquants contre les natifs papous, parmi lesquels des meurtres d'enfants, des disparitions, de la torture et des déplacements massifs de population. À ce sujet, la journaliste Marnie Cordell, qui travaille pour l'édition australienne du Guardian, a signé une longue enquête en septembre dernier. Le titre parle de lui-même. Les enfants ont tous été torturés, l'armée indonésienne accusée de cibler les enfants en Papouasie occidentale. Alors évidemment, l'article n'est pas très facile à lire. Il documente des exactions de l'armée indonésienne qui occupe des villages, tue le bétail et cible les populations locales et pas uniquement des militants indépendantistes. Nopinanus Kogoya, un oncle d'un des garçons torturés, affirme que les attaques sont la preuve que les Papous de l'Ouest ordinaires sont délibérément ciblés par l'armée indonésienne, pas simplement pris dans des tirs croisés de la guerre menée par des soldats contre les militants. Kogoya ajoute « Les militaires savaient que le groupe de femmes et d'enfants n'était pas des combattants, et ils ont quand même tiré sur eux. » Les dirigeants indonésiens n'hésitent pas à appeler au meurtre des Papous. Sur son blog du Monde diplomatique, Philippe Pato-Sellerier relève cette phrase du président du Parlement prononcée après l'assassinat d'un responsable des services secrets indonésiens qui officiait en Papouasie. « Les détruire d'abord, on discutera plus tard des droits de l'homme. » Bon, il se trouve qu'il y a eu récemment une élection présidentielle en Indonésie. Le nouveau président sera intronisé en octobre. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les indépendantistes papous ? Pas vraiment. Et par pas vraiment, j'entends non pas du tout, putain, ça va être horrible. Le mec qui a gagné au premier tour avec plus de 58% des voix, c'est lui, Prabowo Subianto, c'est l'actuel ministre de la Défense. C'était un opposant au président actuel, Joko Widodo, mais ils ont accepté de faire la paix puisque Joko a obtenu que son fils devienne le vice-président de Prabowo. Normal, on se rend service. Alors Prabowo Subianto, il est décrit par Bruno Philippe dans le journal Le Monde comme un ex-militaire au passé sulfureux. Le nouveau chef de l'État indonésien est accusé de crimes durant les sanglantes répressions contre les résistants du Timor oriental dans les années 80 et d'avoir fait enlever et torturer des activistes pro-démocratie en 1998. Ouais, c'est un peu sulfureux les crimes de guerre, hein, à tel point qu'il a même été pendant un temps interdit d'entrée aux États-Unis. Mais il a changé maintenant, regardez comment il danse. Pour l'universitaire indonésien Erwin Ramedan, interrogé par le site spécialisé Asialist, ce passé ne mettrait pas en danger la démocratie indonésienne. Au plan politique, il devrait effectivement s'inscrire dans la continuité de Jokowi, mais probablement dans un style plus autoritaire et clivant. Prabowo pourrait pratiquer l'intimidation et se montrer beaucoup moins tolérant à l'égard de l'opposition. Même si la marge de manœuvre dont il dispose est réduite, aussi parce qu'il a perdu les législatives, on peut tout de même s'inquiéter de l'arrivée au pouvoir d'un homme qui a commis des crimes de guerre contre des indépendantistes au Timor oriental, alors que l'armée de son pays commet en ce moment des crimes de guerre contre d'autres indépendantistes en Papouasie. En plus, un autre aspect entre en compte dans cette lutte, l'enjeu du contrôle des ressources. Oui, je sais, il y a toujours des ressources quelque part au final, on vit dans le capitalisme. Et c'est aussi pour ça que l'Indonésie tient tant à contrôler la Papouasie occidentale. Dans les sous-sols de cette île, il y a énormément d'or et de cuivre. Pour vous donner une idée, il y en a encore plus que dans les sous-sols de la ville d'Amiens. En fait, la mine de Grasberg représente même le plus gros gisement en or du monde, avec des réserves estimées à 2,8 milliards de tonnes. La mine de Grasberg s'étale sur une superficie de 5,6 km², ce qui est l'équivalent de 800 terrains de football. Elle est profonde de 600 mètres, l'équivalent de 2 tours Eiffel, et c'est sans compter les galeries souterraines qui s'enfoncent sur des kilomètres sous la mine.
Ces ressources sont exploitées depuis plus de 60 ans par la compagnie minière américaine Freeport, dont le contrat d'exploitation a été signé en 1967. Le fait que les Américains soutenaient le régime nationaliste indonésien en place dans les années 60, qui a massacré entre 500 000 et 3 millions de communistes, n'est pas étranger à ce choix. Ah bah oui, s'ils ont fait pression pour que les Pays-Bas rendent la Papouasie à l'Indonésie, c'était pas par anticolonialisme. Bon, je peux pas vous en dire plus parce que je vous rappelle que la CIA finance l'émission, comme indiqué en commentaire de la vidéo précédente. En tout cas, pour ce qui est de cette société minière, les sommes d'argent en jeu sont colossales. Selon Courrier International, en 2019, Freeport contribue pour 0,8% du PIB de l'Indonésie, pour 37,5% du PIB de la région de Papouasie et pour 91% au PIB du district de Mimika, où est installée la mine. En 2018, le gouvernement indonésien a repris la main sur la filiale indonésienne de Freeport en rachetant 51% des parts aux Américains. Mais les populations papoues ne bénéficient toujours que très peu de cette manne financière et elles en payent les conséquences environnementales, comme l'écrit Nathan Deredek pour Le Vent se lève. La mine de Grasberg rejette des centaines de milliers de tonnes de déchets dans les terres de la région, empoisonnant ainsi les sols et les rivières. D'aucuns n'hésitent pas à parler d'écocide, un écocide qui ravagerait plus de 6% de la Nouvelle-Guinée occidentale. Je vous conseille d'ailleurs la lecture de cet article de 2021 qui explique bien l'importance de Freeport et l'influence des Américains dans cette situation. Comme d'habitude et avec tout le reste, le lien est dans la description. Alors, on parle des Américains, mais et nous alors? Est-ce que le gouvernement français n'aurait aussi pas trop envie que les gens s'intéressent à cette question? Parce qu'à en croire la presse de droite, l'Indonésie semble faire office de nouvelle terre promise pour tout un tas d'industries. Challenges nous apprend en février dernier que des géants français comme L'Oréal, Accor, Dassault ou AXA investissent fortement dans ce pays très peuplé, très stable et qui connaît une bonne croissance économique. Le Point, le journal des salles d'attente de dentistes, titrait carrément en 2022 « L'Indonésie, nouvel Eldorado de l'armement français ». Et puis on a même des mines en Indonésie. Eh oui, nous aussi. Le 2 mars 2024, on pouvait lire dans Le Monde un article consacré à un projet du groupe Eramet qui pourrait être financé directement par Paris. Le projet basé sur l'île d'Halmahera pourrait avoir d'importantes conséquences pour l'environnement. L'île étant couverte de forêts. Mais le pire, c'est le sort réservé aux Ngana-Manyawa. Ce peuple dépend entièrement de la forêt pour vivre et il est gravement menacé. Ces images filmées à proximité de la mine il y a quelques mois montrent des Ngana-Manyawa sortir de la forêt pour venir se défendre face à un bulldozer. Mais vous inquiétez pas, tout ça c'est pour la transition écologique. Ils le disent dans leur pub d'ailleurs. Lush vegetation. 20-meter-high native trees. Who could tell that this forest was once part of the largest nickel mine in the world? What happened here at Weda Bay Nickel in Indonesia, as well as at other Aramet mining sites in Gabon, Senegal, and New Caledonia, isn't just down to nature. It's also thanks to Aramet's work to make mining more sustainable. Ce qu'ont fait les Américains avec leurs mines de Papouasie en s'appuyant sur un régime complice et ce que font les Français aujourd'hui, c'est une forme d'impérialisme, de l'impérialisme économique. On n'a même pas besoin d'envoyer l'armée pour exploiter ces gigantesques ressources puisque c'est l'Indonésie qui s'en charge. La mine de Grasberg est par exemple protégée par 6000 militaires. Est-ce que la France pourrait avoir une mainmise sur Halmahera comme les Américains l'ont eu sur la Papouasie? Difficile de répondre, l'époque n'est plus la même et cette domination ne prendra peut-être pas les mêmes formes. Mais le nouveau président Prabowo pourrait avoir un rôle à y jouer. Pour ce qui concerne la relation avec la France, il ne faut pas oublier que la famille de Prabowo a des liens avec votre pays. Prabowo parle français, son père, Soumitro, ancien ministre et économiste distingué, était une proche connaissance de Pierre Messmer, ancien ministre de la Défense sous De Gaulle. Bah oui, pas Messmer l'hypnotiseur. Fermez les yeux. Maintenant, tête lourde et pesante. Michel, dormez. Si ce rapprochement franco-indonésien devait avoir lieu, on peut espérer que ça permette au moins de faire connaître l'Indonésie et de médiatiser ces luttes, qui sont à la fois des luttes d'autodétermination des peuples et des luttes environnementales. Et espérons qu'enfin, la lutte des indépendantistes de Papouasie occidentale ne soit plus un combat oublié de l'histoire. 60 ans après, ce serait pas mal. Voilà, c'est tout pour cette fois, et rappelez-vous que si l'actualité c'est déprimant, l'international sera le genre humain. Sahabat, media berikut yang melaporkan tentang Papua adalah Taiwan Press. Taiwan Press adalah platform media internasional utama berbahasa Inggris di Taiwan. Taiwan Press menawarkan berita harian yang independen dan tidak memihak. Taiwan Press juga memberitakan pandangan mendalam mengenai hubungan Taiwan-Tiongkok dengan pelaporan dan analisis mendalam. Taiwan Press menulis, sebuah video viral memperlihatkan tentara Indonesia menyiksa seorang dari Papua Barat, memicu kontroversi internasional pekan lalu, dan memaksa militer negara tersebut untuk mengeluarkan permintaan maaf yang jarang terjadi. Taiwan Press mewawancarai Paul Belisario dari West Papua Support Network yang mengatakan insiden tersebut
menyoroti situasi hak asasi manusia di West Papua. Paul Belisario lulus dengan gelar BA Jurnalisme di Universitas Filipina dan Magister Penulisan Kreatif Filipina di universitas yang sama. Saat ini, Paul menjabat sebagai asisten koordinator global pada Gerakan Masyarakat Adat Internasional untuk penentuan nasib sendiri dan pembebasan. Ia adalah sebuah LSM yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Berikut wawancara Taiwan Plus dengan Paul Belisario. A viral video of the Indonesian military torturing a Papuan native sparked international controversy last week. The country's military made a rare apology and detained 13 soldiers over the incident. Although West Papua is a province of Indonesia, there have been separatist movements there. To discuss the human rights situation in West Papua, Gino Lopez spoke to West Papua Support Network Secretariat Paul Belisario. And how unusual is a case like this in Indonesia or in West Papua, for example? Yeah, specifically in West Papua, as we have said, this is not the first time. This is not an isolated case. It's either the Indonesian military or Indonesian police that has a lot of cases conducting inflicting human rights violations to West Papuans. West Papuans are arrested, being kicked, or being shouted racial slurs, being called as monkeys, or those who are being arrested without any charges. And then year after, the Indonesian military will come back in service. This is a continuous and a regularity of the violence and brutality against West Papua has been inflicted to them for many years, for decades. What drives the Indonesian military and authorities to inflict this level of violence against Papuans and this sort of discrimination against the natives in the island? People. And this is what's happening in Indonesia as it continues to colonize and occupy the lands of West Papuans. It has done it through forced migration of Indonesia, bringing Indonesians to West Papua. And then it did it by extracting the land and the resources of the West Papuans. And now, with the growing of West Papuans' assertion, voicing out that they want to be free, they want independence, they want to be recognized as distinct people from Indonesia as an independent West Papuans. And in light of this violence that you say the Indonesian military is inflicting upon Papuans, what is the outlook for the upcoming Prabowo administration, especially amidst his controversial human rights record in the past? Escalating violence and attacks on West Papuans, they are very much afraid that it will increase, or for one, it will continuously be denied, and denying the accountability of the military, of the government on this harassments and attacks. So there is a very critical outlook on the ground and very challenging for the movement, West Papuan movements. Wassalam.